Salut les apprentis chimistes, bon j'espère que vous allez bien, que vous soyez en enseignement en distanciel ou en présentiel. Alors dans cette vidéo on va faire un exercice de chimie quantique qui concerne la théorie des orbitales frontalières. C'est un exercice que j'ai réadapté à partir d'un sujet de concours de Centrale. Voilà, donc comme d'habitude, je mets un timecode en description, ça vous permet d'aller directement à la question souhaitée. N'oubliez pas, comme d'hab, si jamais ce contenu vous aide, de mettre le petit pouce et des commentaires, etc. Et d'ailleurs, ce serait sympa de me dire en commentaire de quelle formation vous venez. Ça me permet aussi de mieux vous connaître et éventuellement de savoir s'il y a des besoins. Voilà, allez, sans plus tarder, on s'y met. Comme d'habitude, hein, vous avez aussi l'énoncé de l'exercice qui sera en description de la vidéo, le site internet avec plus de contenu si vous voulez approfondir le sujet. Donc voilà, il y aura plein de contenu autour de la vidéo. Fin de l'introduction et de la partie administrative, on s'y met, c'est parti. Donc comme d'habitude, hein, je considère que vous avez l'énoncé sous les yeux et que vous avez pris le temps de le chercher avant de regarder la vidéo, parce que ça n'a pas de sens de visionner une correction sans avoir cherché l'exercice. Je dirais même au contraire, ça gâcherait l'exercice. Donc on y va. Première question, on nous demande de justifier le nom d'énamine donné aux molécules présentant le groupe fonctionnel caractéristique. Donc si je représente l'énamine qui est donnée dans l'énoncé, on aurait quelque chose comme ça. Donc là, on reconnaît directement deux groupes fonctionnels qu'on connaît bien. On voit ici qu'on a une double liaison carbone-carbone, donc ce qui nous fait penser à un alcène, d'où le nom N. Et on voit un groupement NH2 qui correspondrait à une amine primaire. Et si on prend le suffixe amine, on trouve bien une énamine. Donc c'est assez facile à reconnaître. Pour ceux qui ont déjà fait la chimie des énolates, dans le même style de composé, on aura aussi les énols. Donc si je représente l'énol le plus simple, ça va être ça va être un alcène directement conjugué avec un groupement OH. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un énol. Mais on n'en parlera pas ici. Deuxième question. Dans le cas de l'éthénamine, le nombre d'électrons pi est égal au nombre d'électrons délocalisables. Écrire les formules mésomères, en déduire le nombre d'électrons pi. Donc là, je vais repasser en représentation topologique. Donc il ne faut pas oublier le doublet non liant sur l'atome d'azote. Et effectivement, on voit qu'on a un enchaînement ici avec double liaison, simple liaison, doublet non liant, ce que certains appellent pi sigma n. Et donc dans ce cas de figure, on peut effectivement écrire une deuxième forme mésomère dans laquelle on verra apparaître des charges qui va se présenter avec une charge positive sur l'azote et une charge négative sur le carbone. Partant de là, on voit qu'on a délocalisé deux doublets. Chaque doublet correspond à 2 électrons. On a donc 4 électrons délocalisables, donc 4 électrons pi. Troisième question, on vous demande de justifier qualitativement les propriétés nucléophiles d'une énamine. Pourquoi peut-on qualifier une énamine de nucléophile ambidant ? Déjà, on le sait, hein, les amines, globalement, sont plutôt nucléophiles du fait de la richesse électronique de l'azote et qu'il a une polarisabilité plutôt bonne. Et de la même manière, pour ceux qui ont étudié les alcènes, vous savez que les alcènes sont nucléophiles. Donc là, on n'a pas trop de difficulté à comprendre qu'on a en fait deux groupements à la base nucléophiles qui sont conjugués. Ce que montrent les formules mésomères ici, c'est que dans la forme neutre, on s'attendrait à avoir une amine nucléophile, et en regardant la délocalisation, on voit que ça montre une densité électronique importante sur le carbone à l'extrémité, donc on s'attend normalement à avoir deux sites nucléophiles, l'azote et le carbone de l'extrémité. Et c'est ça que veut dire ambidant. Oula, j'écris pas bien. Ambidant, ça veut simplement dire qu'on a deux sites réactifs. Ok ? Allez, on passe à la partie B. Donc ici, vous voyez, on vous donne en fait plein de données sur les orbitales. Donc l'énergie des orbitales moléculaires pi de l'éthène, l'énergie des orbitales moléculaires pi de l'éthénamine, et on vous dit bien que alpha et bêta sont des constantes négatives, attention, homogènes à des énergies, donc je peux exprimer toutes les énergies en fonction d'alpha et bêta. Pour ceux... Enfin voilà, pardon, je me reprends.
ce sont des paramètres qui sont introduits dans la méthode qu'on appelle méthode UCL, qui n'est plus au programme des CPGE. Alors après, s'il y a des universitaires dans le coin, peut-être que vous le faites encore, ça, je ne sais pas, mais peu importe, ça ne va pas compromettre la résolution du problème. Et on vous donne l'expression mathématique des orbitales moléculaires pi. Donc on voit qu'à chaque fois, les OM, ici, ψ1, ψ2, ψ3, sont des combinaisons linéaires des orbitales atomiques, φ1, φ2, φ3, 1, 2 et 3 faisant référence aux atomes qui sont là. Bien évidemment, comme la molécule est dans le plan XOY, les orbitales pi sont obtenues par combinaison des orbitales antisymétriques par rapport à ce plan, donc ce sont bien les 2 pz. On vous le dit parce qu'on est gentil, mais normalement, vous êtes capable de le trouver, de le comprendre par vous-même. Donc on vous demande, pour commencer, une représentation conventionnelle de ces 3 OMP. Donc là, ce qu'il va falloir respecter, ce sont surtout les changements de signe et le poids relatif des différentes orbitales atomiques. Si on analyse rapidement les choses, on voit par exemple que pour ψ1, les coefficients sont tous de même signe, ce qui veut dire qu'on n'aura pas de changement de signe d'un atome à l'autre, c'est une orbitale qui est liante entre 1 et 2 et entre 2 et 3. Pour ψ2, on voit qu'il y a un changement de signe entre 2 et 3, donc il y aura une surface nodale et elle est antiliante entre 2 et 3. Et enfin, ψ3, on voit qu'il y a un changement de signe à chaque fois. On passe d'un coefficient positif à négatif à positif. Donc on devine assez facilement que ce sera l'antiliante. Du coup, j'ai déjà donné l'ordre énergétique en disant ça. Et d'ailleurs, je vais répondre aux questions 4 et 5 d'une traite, parce qu'avec ce que j'ai dit, on comprend facilement qu'en énergie, l'orbitale liante ψ1 va être la plus basse. Ensuite, on aura ψ2. Et enfin, on aura ψ3. Au niveau de la représentation, ψ1, je vais avoir que des coefficients positifs et une contribution plus forte sur l'oxygène, ensuite sur l'atome du centre, etc. Donc, l'oxygène, pardon, l'azote. Donc, contribution importante sur l'azote, donc quelque chose comme ça. Ensuite, toujours de même signe, et une contribution plus faible sur l'atome numéro 3. Voilà, et puis de la même manière, je vais pouvoir représenter 2 et 3. Donc pour 2, c'est le carbone à l'extrémité, qui a la plus grosse contribution. Ensuite, c'est à peu près pareil pour les deux autres, avec pas de changement de signe entre les deux carbones, mais un changement de signe quand on passe du carbone à l'azote. Et enfin, pour ψ3, là, c'est l'atome du milieu qui a la plus forte contribution. Donc on va se retrouver avec quelque chose comme ceci, par exemple, et rechangement de signe ici. Voilà, donc si je dois juste matérialiser les surfaces nodales, j'en aurai pas pour ψ1, j'en aurai une ici et deux ici. Mis à part, évidemment, je dis pour ψ1, pour toutes, on aura un plan nodal qui est le plan de la molécule, mais ça, c'est pas intéressant ici. Donc voilà pour les représentations conventionnelles. Attribuer à chaque OM l'énergie qui lui correspond. Donc là, on l'a déjà justifié, hein, plus c'est liant, plus c'est bas en énergie. Donc les énergies, je peux les mettre. Je vais avoir... N'oubliez pas ici que alpha et bêta sont négatifs. Donc c'est EA qui est le plus petit, ensuite c'est EB, et enfin EC. Du coup, je peux attribuer, dire que l'énergie EA correspond à ψ1, l'énergie EB correspond à ψ2, et l'énergie EC correspond à ψ3. Sixième question, quelles sont les orbitales HO, haute occupée, et BV, à plus basse vacante, de l'éthanamine, sachant que les OM étudiés sont les OM pi. Donc on l'a dit dans la partie A, il y avait 4 électrons pi à prendre en compte. Donc je vais effectuer simplement le remplissage. Si je mets 4 électrons, on voit que la haute occupée, forcément ça va être ψ2. Donc ψ2 c'est la HO. Et la basse vacante, c'est ψ3. Question 7, on nous demande... Ah oui, pardon, donc la 6, je l'ai fait aussi. Donc, question 7. Quel est sous contrôle frontalier le site de fixation préférentiel d'un réactif électrophile sur l'éthanamine? Donc, l'éthanamine joue le rôle de nucléophile. Or, on sait que sous contrôle cinétique frontalier, c'est le principe de recouvrement maximal qui va jouer. Contrôle cinétique frontalier, c'est peut-être l'occasion de faire quelques rappels oralement. Contrôle cinétique frontalier, ça veut dire que l'interaction prépondérante, ça va être celle entre la HO du nucléophile et la BV de l'électrophile, peu importe qui est l'électrophile. Une fois que j'ai identifié l'orbitale importante, pour déterminer la sélectivité, on va
favoriser l'approche qui maximise le recouvrement, et donc cette approche, elle se fait en liant les atomes de plus gros coefficients. Si je traduis ça autrement, ça veut dire que sous contrôle cinétique frontalier, le site le plus nucléophile est celui qui porte le plus gros coefficient dans la HO. Donc là, on va le faire à partir de valeurs numériques, mais la HO, on a dit que c'était psi2, d'accord? Et puis ensuite, le plus gros coefficient, on voit très facilement que c'est celui qui est devant psi1. Donc on en déduit que c'est l'atome 1 le plus nucléophile sous contrôle cinétique frontalier, encore une fois. Donc c'est bien cet atome-là qui va réagir préférentiellement. Donc la réponse, c'est le carbone 1. Question 8. Là, en fait, on va s'intéresser à la charge portée par les atomes. Donc ça, le but, il est très clair. En fait, ça va être pour déterminer quel est l'atome le plus réactif, cette fois-ci sous contrôle cinétique de charge, c'est-à-dire dans un contrôle où on considère que c'est l'interaction électrostatique qui est la plus importante. Donc on nous dit qu'à partir des EM, il est possible de déterminer la densité électronique pi, exprimée en nombre d'électrons, de chaque atome en utilisant cette expression. Donc la densité électronique, chaque fois, il faut faire la somme des électrons sur un atome fois les coefficients au carré. Bref. Où Ni représente le nombre d'électrons situés dans l'OM. Donc si par exemple je veux la densité électronique sur l'atome numéro 1, donc celui qui est là, je vais tenir compte à chaque fois des coefficients devant psi1. Mais seulement dans les orbitales occupées, puisqu'il faut que... c'est aussi facteur de Ni. Donc Ni, par exemple, ça va être 2 électrons dans psi1, 2 électrons dans psi2, et pas d'électrons dans psi3. Ok ? Donc on va écrire le calcul tranquillement. Donc si je veux la densité électronique sur l'atome 1, ça va être, j'ai 2 électrons dans psi1 et le coefficient c'est 0,24, donc qui va être au carré, plus 2 électrons dans psi2 et le coefficient ça va être 0,72, là aussi au carré, et plus, j'ai pas d'électrons dans psi3, donc là je peux mettre 0 fois 0,65 au carré, mais on s'en fiche, ce terme ne vaut rien, et il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Et je trouve 1,152. Ensuite, je vais faire la même chose pour les autres. Donc, cette fois-ci, je vais vous donner directement les... Bon, je vais quand même l'écrire. Pardon. Pour D2, donc là, c'est pareil, je vais avoir 2 fois... Donc, cette fois-ci, je regarde ce qui est devant Phi2 ici. Donc là, je vais avoir 2 fois 0,47 au carré, plus 2 fois 0,49 au carré, plus 0 fois 0,73 au carré. Je trouve 0,922. Et enfin, il ne me reste plus qu'à calculer D3. Donc cette fois-ci, je ne détaille pas l'application numérique. Là, je trouve 1,906. Alors attention en termes d'interprétation, ça vous donne la densité électronique. Donc là j'ai 1, ça veut dire que j'aurai l'équivalent de 1,15 électrons, 0,92, etc. Avant d'interpréter, moi je vous conseille de répondre à la question suivante. Du coup, on va calculer la charge nette. Donc on y va. Donc si vous voulez, la charge nette, ça va vraiment être la charge portée par l'atome. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc regardez, là on vous le définit dans l'énoncé, on vous dit la charge nette en fait, c'est la différence entre le nombre d'électrons pi apportés par cet atome, donc 1 pour le carbone, 2 pour l'azote. On comprend 2 pour l'azote parce qu'il a un doublet non liant, alors que pour le carbone c'est un doublet d'électrons pour 2 carbones, donc 1 chacun. Et la densité électronique pi qu'on vient de calculer. Donc pour la charge nette, qui est notée Q ici, par exemple Q1, comme c'est un carbone, ça va être 1 moins D1. Et ça fait que, comme charge nette, je vais trouver moins 0,152. Et donc là, c'est vraiment, non pas des électrons, mais une charge portée. Pour Q2, ça va être 1 moins D2. D2, c'est 0,922. Donc là, ça va me faire plus 0,078. Et enfin, Q3, c'est pour l'azote. Donc là, attention, l'azote apporte 2 électrons. Donc c'est 2 moins D3. Et ce qui nous fait 0,094. Voilà, donc là aussi c'est positif. Et donc ça a plus de sens. Enfin, ça a plus de sens. Disons que nous, c'est ce qui va nous intéresser. Ça veut dire que
dans la molécule ici, bah finalement, si on voit comment sont réparties, la molécule est neutre, mais au niveau de la répartition électronique, on a l'équivalent de moins 0,152 comme charge sur l'atome 1, on a plus 0,078 sur l'atome 2, et sur l'azote, on a plus 0,094. D'accord ? Autrement dit, ça veut dire que l'atome le plus chargé négativement, c'est le C1, et donc c'est lui qui est le plus nucléophile, si c'est un contrôle cinétique de charge. Et donc là, j'ai répondu à petit b en disant ça. 9 petit b. Alors, je vous rassure immédiatement, ces formules ne sont pas à connaître, hein, vous le voyez dans l'exo, c'est relativement guidé, on vous dit comment les calculer, et après, vous devez savoir les calculer si on vous donne la formule, puis évidemment, savoir les interpréter. Donc finalement, on vous demande ensuite de comparer par rapport aux résultats lors d'un contrôle orbitalaire. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, qu'on soit sous contrôle cinétique frontalier ou frontalier ou de charge, c'est le carbone 1 qui sera le site le plus nucléophile. Allez, on change maintenant de réactif. Donc là, on vous demande de montrer que l'acroléine présente 2 sites électrophiles. Bon, question ultra classique, donc je vais un petit peu vite. Effectivement, on peut écrire des formules mésomères ici, donc on va en écrire 3 au total. La première qui va permettre de séparer les charges sur le groupement carbonyle et de mettre en évidence ici un site électrophile déjà. Et puis la deuxième, on voit que la double liaison peut également être délocalisée, comme ceci, ce qui nous permet d'écrire cette forme mésomère là, avec une charge plus sur l'atome. Alors là, c'est numéroté comment? Ouais, ça serait l'atome numéro 1. Bon, la numérotation est un peu bizarre, mais en tout cas, on voit qu'on a 2 sites électrophiles, le carbone 1 et le carbone 5 sur l'acroléine. Dans la question 11, on vous demande, dans l'hypothèse d'une réaction sur contrôle de charge, que donnerait l'attaque d'un réactif nucléophile sur l'acroléine. Donc là, on va avoir besoin d'aller regarder dans les données. Donc comme c'est un contrôle de charge, ça veut dire qu'on va aller regarder les charges nettes qui, ici, ont été calculées et sont indiquées dans les données. Donc je vais vous les mettre. Voilà, donc si on est sous contrôle cinétique de charge, on va considérer que le site le plus électrophile, c'est celui qui porte la charge la plus positive, si on veut. Donc là, il faut comparer les valeurs. Et on va trouver 0,453, ça c'est assez élevé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on n'a pas de valeur plus importante en valeur positive. Donc ici, on a 0,453, donc on en déduit que c'est le carbone 5 qui est le plus électrophile, encore une fois, sous contrôle cinétique de charge. Donc là, c'était relativement simple, hein, c'est la même question que tout à l'heure, mais vous n'aviez pas les calculs de charge à faire. Dans la question 12, on vous dit, dans l'hypothèse d'un contrôle cinétique, d'un contrôle orbitalaire, je préfère dire contrôle cinétique frontalier, quel est le site le plus électrophile? Et une fois la bonne orbitale identifiée, on ne considérera que les orbitales PY. Alors, pourquoi on vous dit ça? Eh bien, bon, on va voir, on va regarder le tableau, ça va être plus explicite. Alors regardez, là, on vous donne un gros bazar, donc on va essayer de décrypter un peu ça. On vous donne l'expression d'énergie des 16 premières OM de l'acroléine. Donc on voit qu'elles sont numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, jusqu'à 16. Et à chaque fois, prenons l'orbital 1 par exemple, on voit que y a tout un tas de coefficients qui sont indiqués pour le carbone 1, carbone 2, les hydrogènes, etc. Donc on va falloir faire le tri là-dedans. C'est pourquoi en fait on vous dit on regardera que les PY. D'accord, c'est pour vous aider à trancher. Je rentre pas plus dans le détail. Ce qui est sous-jacent pour ceux qui ont bien compris le truc, c'est que en fait l'axe Y ici serait perpendiculaire à la molécule d'acroléine. Mais peu importe, on va se contenter de suivre l'énoncé. Alors, la première étape, là, pour pouvoir répondre à la question, c'est identifier la BV. Oui, parce que nous, on a un électrophile, on veut trouver la BV. Bon, pour ça, là, vous voyez qu'on ne vous donne pas que les orbitales pi, on vous donne les 16 premières orbitales. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter tous les électrons dans l'acroléine. Alors c'est parti, regardez, si je représente la formule de Lewis de l'acroléine, on se dit, dans les orbitales, on doit mettre tous les électrons de valence. Donc, le nombre d'électrons de valence, ici, j'ai
4 hydrogènes, donc ça me fait 4 fois 1, plus 3 carbones, j'ai 4 électrons de valence par carbone, plus un oxygène qui donne 6 électrons de valence. Donc ça fait que j'en ai 4 et 12, 16 et 6, 22 électrons de valence. D'accord? Donc maintenant, vous imaginez bien que si vous avez un diagramme, on va le faire vite fait, hein, avec 16 orbitales, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et ça continue. Si j'ai 22 électrons de valence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir les 11 premières. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Et donc, j'arrive à quoi? J'arrive à identifier ici l'AHO. Donc l'AHO, c'est Psi11. Et la BV, c'est Psi12. Voilà, ça c'est important que vous l'ayez pigé, hein, parce qu'on ne vous donnait pas que les OMP, donc il fallait voilà, compter tous les électrons de valence, puisqu'on sait dans le cours, on a vu que dans un diagramme d'OM, on va représenter les orbitales de valence, et donc on les remplit avec les électrons de valence. Bah, une fois qu'on a ça, du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est Psi12, donc je vais la chercher, elle est ici. Psi12, c'est celle-là. Donc là, j'ai plein de coefficients partout. Et on revient à l'énoncé. L'énoncé nous a donné une consigne très claire pour nous aider un peu. Une fois la bonne orbitale identifiée, on ne considérera que les orbitales PY. Donc maintenant, je vais chercher l'atome qui a le plus gros coefficient. Donc les PY vont être sur les carbones, hein, évidemment. Donc là, je vois que le numéro 1, je suis à moins 0,659. Le numéro 2, c'est plus faible. Le numéro 5, c'est plus faible. Et qu'est-ce qu'il nous reste là? Bon, je suis censé regarder l'oxygène, mais là aussi c'est plus faible. Donc visiblement, on l'a trouvé. Le plus gros coefficient pour la PY est ici. Ce qui veut dire que c'est le carbone numéro 1 qui serait le plus électrophile. Donc si je remonte, le carbone numéro 1, on voit que c'est celui-là. Donc le plus électrophile, sous contrôle cinétique frontalier. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a vu qu'on avait ce carbone-là qui était plus électrophile sous contrôle cinétique de charge, et ce carbone-là qui était plus électrophile sous contrôle cinétique frontalier. Il nous reste donc la dernière question, la 13, écrire les produits d'addition 1,2 et 1,4 obtenus lors de l'addition du bromure de phénylmagnésium sur l'acroléine, suivi d'hydrolyse acide. Préciser pour chaque produit un schéma réactionnel. Donc là, par rapport à l'endroit où on en est dans le cours, c'est un petit peu tôt, donc je vais quand même la corriger. Mais bon, voilà, si vous ne l'aviez pas trouvé, il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter. Allez, on y va. Ce que vous étiez censé comprendre, c'est simplement qu'il y avait 2 produits d'addition possibles, un pour chaque site. Alors, en fait, 1,2, 1,4, du coup, c'était peut-être compliqué à trouver, mais tout simplement, on va considérer que si on a un nucléophile, le nucléophile va pouvoir venir s'additionner soit de manière classique, comme pour tout composé carbonylé. Donc là, on a une addition nucléophile et on arriverait à quelque chose comme ça. Et ensuite, on peut évidemment écrire l'hydrolyse acide. On aura une hydrolyse ultérieure. Hop. Qui va nous donner un alcool. Et on va retrouver évidemment une molécule d'eau, et puis le magnésium et le brome sous forme d'ions solvatés dans l'eau. Donc ça, c'est l'addition très classique qu'on a déjà étudiée dans le cours de PCSI. Et puis il y a l'addition 1,4. Donc l'idée de l'addition 1,4, en fait, c'est de faire s'additionner le nucléophile sur l'autre carbone électrophile. Donc là, il y a 2 manières de l'écrire. Mais grosso modo, on se dit que... Je vous en montre une ici seulement. Si le nucléophile vient s'additionner sur le carbone à l'extrémité, ce carbone, il est toujours tenu de respecter l'octet. Donc je ne peux pas simplement faire une addition, je vais devoir décaler la double liaison. Si je décale la double liaison, je vais devoir remonter aussi le doublet ici.
Hop, et on se retrouve avec un produit comme ça. Donc ça, je vous le rassure, pour mes étudiants, ça ne sera pas demandé au prochain DS, puisque ce mécanisme-là, on l'étudiera en détail un peu plus tard, donc c'est pas la peine. Donc on va avoir ce genre de produit. Ensuite, même chose, hydrolyse ultérieure. Donc pour l'hydrolyse, j'écris l'équation, c'est une bête réaction acide-base. En fait, une fois qu'on est là, ça on l'a pas encore étudié, mais ici on va reconnaître ce qu'on appelle un énol. Et on verra que l'énol, il s'isomérise. Hop, je vais essayer de faire ça bien. Boum. Il s'isomérise spontanément. En aldéhyde ou en cétone correspondante. Donc le produit final, ce sera ça. Voilà. Voilà les chimistes, j'espère que ça vous a aidé. Donc pour la dernière question, pas d'inquiétude, il manquait des éléments, ça dépend des chapitres que vous avez vus en chimie organique avant d'arriver là. Donc je viens de vous dire, la question, c'était la 13, je crois. La question 13, on peut l'enlever. En revanche, tout le reste des questions était bien en rapport avec le chapitre qu'on a vu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous a aidé. Et si vous voulez plus de contenu, comme d'hab, c'est blablaroute-chimie.fr. Il y a plein de quiz et d'exos corrigés gratuitement. Allez, travaillez bien et puis on se retrouve très vite. Salut.